Bonjour à tous, bienvenue à cette session du Printemps de l'économie sur les effets macroéconomiques du changement climatique et des limites planétaires. Comme vous savez, le changement climatique est un enjeu mondial. Il touche aujourd'hui principalement les pays en développement et les pays émergents, certains pays comme les États-Unis, certaines régions des États-Unis. Mais au fur et à mesure que le changement climatique va s'opérer, les différences entre pays vont s'estomper et les pays tempérés vont aussi être touchés par le changement climatique. Donc, comme il était discuté dans la session précédente, il y a des objectifs importants et notamment la Commission européenne a pris la décision pour objectif d'émissions nettes nulles en 2050. C'est la neutralité carbone en 2050. Donc l'objet de cette session, c'est de voir un petit peu quels sont les effets macroéconomiques de cette transition. Quels vont être les effets sur les entreprises, sur les ménages, sur les autorités publiques? Que se passera-t-il si nous ne faisons rien? Au contraire, si nous agissons de façon ferme en faveur pour limiter les effets du changement climatique. Donc aujourd'hui, voilà un petit peu l'objet de cette session. Donc aujourd'hui, nous avons un panel composé à la fois de décideurs de politique économique et d'experts. Et nous avons le plaisir, je vais le présenter brièvement. Je voulais d'abord présenter donc Sylvie Goulard, sous-gouverneure à la Banque de France. Nous avons aussi Selma Mahfouz, qui est inspectrice générale des finances. Nous avons ici à ma droite Kathleen Schubert, qui est professeure d'économie et qui est responsable de la chaire Changement climatique à l'École d'économie de Paris. Nous avons tout à fait à ma gauche, donc à droite pour vous, Jean Boissineau, qui est directeur adjoint à la direction de la stabilité financière de la Banque de France et qui est aussi le secrétaire général du NGFS, acronyme qui signifie ce qui est le réseau des banques centrales pour le verdissement du système financier. Et j'ai ici, tout à fait ici à ma gauche, Stéphane Dess, qui est le responsable de l'unité économie du climat à la Banque de France. Donc voilà, nous allons organiser une discussion entre tous ces panélistes et je vais directement donner la parole à Sylvie Goulard. Chère Sylvie, pouvez-vous nous rappeler un petit peu quels sont les principaux enjeux, selon vous, du changement climatique et quels sont les effets macroéconomiques à attendre? Bon, d'abord, merci Olivier, puis merci à tous les organisateurs, Monsieur Boulanger, tout le monde. On est ravis d'être là. Vous êtes là tôt le matin, donc on va essayer d'être vifs. Et merci d'être venus de Paris et je crois un peu de toute la banlieue. Je crois que c'est mieux que ce ne soit pas moi qui dise quels sont les enjeux, mais qu'on vous parle d'un petit sondage qu'on a effectué auprès de 800 personnes, des jeunes et des moins jeunes, au mois de septembre, et qui sera disponible après la conférence. On ne va pas projeter des slides, etc., parce que ça casse un peu l'ambiance. Mais en gros, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que les répondants disent, sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, que pour 52%, il y a une information très abondante, notamment les jeunes de moins de 35 ans, qu'elle est très claire et fiable à 63%. Alors je vais vous dire, on a dû trouver des génies, parce que moi j'ai l'impression que oui, il y a beaucoup d'informations, et il y a ici des écoles qui font des efforts, la Banque de France fait des efforts, l'administration française en fait, l'Union européenne, etc. Mais j'ai pas le sentiment, dites-moi ce que vous en pensez, qu'on y voit très très clair. Je pensais d'ailleurs, par exemple, les limites planétaires. Les limites planétaires, c'est un concept qui a été développé notamment par un certain nombre d'économistes, notamment un professeur qui s'appelle Rockström, que j'ai rencontré là, il y a 10 jours à Francfort, qui est à la tête de l'Institut de Potsdam du climat et qui montre à quel point nous avons déjà consommé un certain nombre de ressources naturelles, que ce soit l'eau, que ce soit la manière dont l'air s'est dégradé, la manière dont les sols ont été artificialisés, etc. Ce sont des phénomènes complexes. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, on est ravis que la tendance donnée par ce sondage, c'est celle d'une meilleure information de l'opinion. Et je crois qu'il ne faut pas négliger le fait qu'il y a une certaine prise de conscience. Après, je crois qu'il faut que nous avouions tous, et je me mets là-dedans, même s'il y a d'excellents chercheurs à la Banque de France qui
qui m'aide à comprendre mieux, qu'on a tous beaucoup à apprendre. Et moi, je voudrais vous passer ce message. Le changement climatique, la lutte contre la perte de biodiversité, ça doit nous rendre très humbles. Très humbles. Nous sommes devant la nature, nous avons eu un comportement de prédateur, nous ne savons pas exactement comment les choses vont évoluer, nous avons un certain nombre de certitudes qui est la gravité du phénomène et son accélération, mais nous ne savons pas non plus très très bien comment les choses vont se passer. Et Olivier, le changement climatique, ce n'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. De même que vous avez peut-être vu les chiffres du WWF sur la perte de biodiversité, on pense qu'on en est à peu près à 69% de perte de biodiversité depuis une cinquantaine d'années. C'est phénoménal. Voilà. Donc après, dans les réponses, il faut noter un autre truc que je trouve vraiment important. Visiblement, les jeunes, vous dites la question des inégalités est également très importante. Et c'est vrai que les phénomènes climatiques sont liés à un partage de richesses inégales à l'intérieur de entre les pays de la planète et à l'intérieur des pays, mais que aussi les effets du changement climatique seront probablement d'autant plus féroces qu'ils frapperont des gens qui ont moins de ressources, des pays qui sont plus démunis, etc., ou des catégories de population plus vulnérables. Donc, ce lien avec les inégalités, c'est pas un choix entre on s'occupe du climat ou on s'occupe des inégalités, il faut faire les deux, il faut s'occuper de tout le monde, il faut veiller à ce que la transition soit juste, pour reprendre un terme de la Commission européenne. Voilà, je n'ai pas envie de te parler beaucoup plus que ça. N'hésitez pas à poser des questions. J'allais même dire un peu les jeunes, secouez-nous. Je vous trouve tous extrêmement calmes. Non pas sur le mode révolutionnaire, on va couper la tête, mais sur le mode de la mobilisation, sur le mode de vouloir comprendre, de vouloir percevoir les concepts utiles et de vouloir agir, parce que vous pouvez agir dans votre vie quotidienne et puis dans tous les boulots que vous allez accepter ou pas accepter, d'ailleurs, en fonction de ce que vous trouverez correspondre à vos principes, à votre éthique, etc. Donc n'hésitez pas, on est là pour dialoguer avec vous. J'arrête là parce que vous avez d'excellents spécialistes dans cette table ronde ce matin. Merci. Merci beaucoup Sylvie. Donc, comme vous l'avez dit, vos questions sont attendues. Donc en fait, on va faire un petit tour de table entre les intervenants et ensuite nous vous donnerons la parole. Donc préparez déjà vos questions, il y aura un temps dédié pour vos questions et vous pouvez les envoyer soit directement via le hashtag Printemps de l'économie, soit directement et nous répondrons à vos questions. Évidemment, ceux qui préfèrent et dans la salle, on passera le micro dans la salle. Donc voilà, on va un petit peu revenir sur les questions abordées par Sylvie Goulard. Et je vais directement donner la parole à Kathleen Schubert. Donc, Kathleen, on parle beaucoup des dommages liés au changement climatique et puis à la perte de cette biodiversité. Est-ce qu'on a une idée de l'importance du phénomène et est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur cette question ? Oui, merci. En fait, les économistes ont l'habitude essayent de raisonner en comparant les dommages et les coûts. Donc, si on ne fait rien contre le changement climatique, quels vont être les dommages à comparer avec quels vont être les coûts de l'action. Donc, c'est très important en fait d'être capable d'avoir une estimation à peu près correcte des dommages qui vont advenir si on ne fait rien. Et là, malheureusement, c'est très compliqué. Donc, il y a deux types de dommages. Il y a ce qu'on peut appeler des dommages graduels. Donc là, la température va augmenter doucement. Et ça va causer des transformations, en fait. Les zones agricoles vont migrer, par exemple. On ne pourra plus cultiver les mêmes choses aux mêmes endroits. Ça va être mauvais pour certaines personnes. Ça va avoir des effets aussi sur les espèces animales, sur la forêt, sur des tas de choses. Donc ça, ce sont les dommages graduels qui vont apparaître avec l'augmentation progressive de la température. Et puis, d'un autre côté, vous avez aussi les dommages catastrophiques. Et ça, c'est plus compliqué. On sait qu'il y a des dommages catastrophiques qui vont apparaître. On ne sait pas ni où ni quand, en réalité. Donc les catastrophes, qu'est-ce qui va se passer si le niveau de la mer augmente d'1 mètre, par exemple? Les petites îles vont être submergées. Qu'est-ce qu'il y a, les feux de forêt, toutes les catastrophes possibles que vous pouvez imaginer liées au climat. Donc on a du mal à donner des estimations un peu précises de ces choses-là. On sait juste que les dommages vont être élevés. Pour vous donner une idée un peu chiffrée, on a déjà la température au niveau mondial en moyenne a déjà augmenté de peut-être à peu près 1,3 degré, disons. Et on estime qu'à 4 degrés,
plus 4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu depuis des millions d'années. Des millions. Donc c'est des choses dont on ne maîtrise pas du tout ce qui va se passer. Et pour vous rendre compte, à l'inverse de l'ampleur que ça peut avoir, imaginez que moins 4 degrés, c'était le dernier âge glaciaire. Et là, l'humanité a failli disparaître carrément, quoi. Donc plus 4, c'est absolument inenvisageable ce qui va se passer. On est déjà à presque plus 2. D'accord ? Donc c'est pour vous donner l'idée de l'ampleur de la chose. Ensuite, dernier point, parce que je ne veux pas être trop longue, il faut voir que les dommages vont être inégalement distribués dans les secteurs. Donc l'agriculture, probablement, au début, sera plus touchée, mais aussi parmi les régions du globe. Et les pays qui sont les plus vulnérables actuellement, parce qu'ils sont probablement déjà les plus pauvres, sont ceux qui vont être le plus touchés. Donc c'est vraiment double peine. D'accord ? Les régions tropicales ou les régions qui sont pas aux latitudes élevées subiront, au moins à moyen terme, des dommages plus élevés que nous. À long terme, tout le monde subira des dommages élevés. Donc ça pose également un problème de volonté de lutter contre le changement climatique, parce que les effets les plus graves, actuellement, ce n'est pas nous qui allons les subir. D'accord ? Et donc, il faut motiver les pays développés vraiment à lutter contre ce problème qui va les toucher un peu, bien sûr, mais pas forcément en premier lieu. Voilà, donc j'arrête là. Merci Kathleen. Je vais peut-être donner la parole maintenant à Jean. Jean, est-ce que, en termes d'évaluation, est-ce qu'on a des idées un peu sur le montant de ces dommages, sur les effets associés? On a parlé des besoins qui sont en matière d'investissement et de financement. Quels sont un peu les ordres de grandeur dans ce domaine? Alors, c'est pas forcément toujours très simple de se représenter l'impact du changement climatique sur les économies. C'est quelque chose au sein du NGFS dont tu parlais tout à l'heure, Olivier, donc 120 banques centrales et superviseurs qui travaillent ensemble sur ces questions-là. On a construit des scénarios pour essayer de réfléchir à ces questions. Et sur cette question de quel est l'impact du changement climatique sur les économies, on essaie d'aborder cette question de manière très conservatrice. C'est-à-dire quand on est confiant qu'on a trouvé un chiffre qui est à peu près raisonnable, on le prend et on sait qu'il y a plein d'autres impacts qu'on n'est pas encore capable d'estimer. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on sait en prenant en compte les impacts, ce qu'on appelle les risques chroniques, c'est-à-dire la montée des eaux, l'augmentation des températures moyennes, ce genre de choses, et quelques risques extrêmes, on arrive en gros à une baisse du PIB à la fin du siècle d'une vingtaine de pourcents. Alors, 20%, ça peut sembler à la fois gros et pas très gros. On peut se dire que ça va croître encore tellement que finalement, voilà. D'ici maintenant à 2050, c'est déjà 10%. Et pour vous donner un petit ordre de grandeur, ces 10%, c'est comme si on disait qu'on perdait une demi-décennie de croissance mondiale dans les 25 prochaines années. Donc, en gros, il y aura 5 années blanches dans les 25 prochaines années, 5 années sans croissance. Ou pour le dire autrement, au niveau mondial, c'est 3 années de Covid sans avoir le rebond post-Covid après. D'accord ? Donc c'est ça dont on est en train de parler. Et on sait qu'on est en train de chiffrer ça par le bas. C'est-à-dire qu'il y a plein d'effets qu'on a du mal à prendre en compte. Et parmi les effets qu'on a du mal à prendre en compte, par exemple, c'est l'impact de l'augmentation du niveau des eaux. Le jour où, parce qu'il y a des effets de basculement dans le climat, si on arrive, comme le disait Kathleen, au-dessus de 2 degrés, on commence à rentrer dans la zone critique, par exemple pour la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. Et le jour où toutes ces calottes glaciaires auront fondu, ce qui se passera forcément à terme, une fois que ça aura commencé, c'est à peu près 50 à 60 mètres de montée du niveau des eaux. 50 à 60 mètres de montée du niveau des eaux, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. On a à peu près un peu moins d'1 milliard de personnes aujourd'hui qui vivent à moins de 10 mètres du niveau des eaux. Voilà. Donc c'est évidemment, ce genre de choses, ça a un coût absolument incommensurable, et donc qui ne sont pas dans mes 20% de tout à l'heure. De l'autre côté, on peut se dire, on peut réfléchir aussi, qu'est-ce que ça coûterait quel effort d'investissement il faudrait faire pour arriver à la neutralité carbone.
Et cet effort d'investissement, souvent, on lance des très très gros chiffres, donc c'est des trillions de dollars. Voilà. Alors, il faut avoir en tête qu'on est en train de parler de trillions de dollars sur, en gros, 20 ans. Et si on veut ramener ça dans un raisonnement un peu plus auquel les macroéconomistes sont un peu plus habitués, on peut réfléchir en termes de qu'est-ce que ça veut dire pour l'investissement d'aujourd'hui, par rapport à l'investissement d'aujourd'hui et en termes d'augmentation. Quand on regarde précisément les choses, on se rend compte que si on était capable aujourd'hui de faire que les bons investissements, c'est-à-dire on arrête les investissements qui ne sont pas adaptés ou qui seront très vite obsolètes. On arrête de construire des centrales à charbon, pour prendre l'exemple le plus évident. Et puis on fait tous les bons investissements pour arriver à une économie qui est suffisamment décarbonée. En gros, on est en train de parler d'une augmentation nette de l'investissement de 5%. D'accord ? Et augmenter à peu près quelque chose de l'ordre de 500 à 600 milliards de dollars par an à l'échelle du globe. Ce qui manque chaque année par rapport à l'investissement qui est déjà là. Ça, c'est quelque chose qui est, si on s'y prend bien, tout à fait à notre portée, voilà, à condition de s'y prendre bien. En France, on a la chance d'avoir un I4C, l'Institut pour l'économie du climat, qui fait chaque année un panorama des investissements climat, et qui regarde aussi des investissements contraires au climat, qui vient de sortir son panorama 2021 il y a 4 jours, quelque chose comme ça, en début de semaine, qui nous montre qu'on est déjà à 82-83 milliards d'euros d'investissement climat chaque année, enfin pour 2021 en France. Ça a augmenté, on était un petit peu en dessous de 70 avant, enfin dans les années précédentes. Et on est déjà, en fait, on a un investissement climat qui représente déjà à peu près 12% de l'investissement en France, à grosse maille, sans entrer dans les détails. Et pour arriver à la neutralité carbone, il faut en gros que cet investissement augmente de 30%. Voilà. Mais ces 30%, ce n'est pas énorme au regard des masses en jeu. Donc, si je résume un petit peu, donc un effort important, mais qui est atteignable. Si on fait les efforts nécessaires, mais c'est atteignable. Très bien. Donc là, on a vu un petit peu, on a fait un panorama, en fait, essentiellement de ce qu'on appelle le risque physique et des efforts qu'on doit faire pour arriver, pour lutter contre ce risque physique. Une autre grande dimension du changement climatique, c'est le risque de transition. Le risque de transition, c'est toutes les mesures de politique économique qui sont mises en œuvre au niveau mondial pour réaliser ce changement, même au niveau des individus et au niveau des États, pour mettre en œuvre ce changement. Et donc, il est important de comprendre un petit peu quels sont les mécanismes économiques qui sont sous-jacents à cette transition. Et je vais encore donner la parole à Kathleen pour nous expliquer un petit peu comment ces politiques de transition sont mises en œuvre et quels sont les vecteurs par lesquels ils fonctionnent. Alors, en fait, le but du jeu, c'est de rendre coûteux les émissions de carbone. Depuis la révolution industrielle, on a émis du carbone, du CO2, dans les processus industriels, les processus productifs, les processus de consommation, gratuitement en réalité. Et pour enclencher la transition, il faut que ces émissions de carbone deviennent coûteuses. Il y a deux façons, en fait, pour ça. Il y a soit on fait payer un prix directement, comme une taxe carbone, soit on met des réglementations, des interdictions qui en réalité donnent un prix implicite, donc augmentent le coût du carbone. Et rendre coûteux quelque chose qui autrefois était gratuit, forcément, ça va entraîner des conséquences économiques. Donc les conséquences économiques, ça va être d'abord pour le revenu des agents ou des entreprises, le fait qu'ils vont devoir payer pour ces émissions de carbone. Donc il va y avoir un effet revenu et donc ça va être coûteux. Deuxièmement, il va y avoir des effets ça va enclencher des substitutions en fait. Donc les gens vont se détourner, ou les entreprises, de la consommation d'actifs carbonés pour consommer davantage d'actifs verts. Donc vous allez par exemple changer votre chaudière pour avoir une chaudière qui n'est pas une chaudière à gaz ou des choses comme ça. Donc il va y avoir des substitutions. Et puis ça va enclencher aussi du progrès technique, ça va donner, disons, un business model aux activités vertes. Donc d'un côté, ça va être coûteux, d'un autre côté, ça va enclencher une transformation de l'économie qui peut être positive. Du côté des coûts, vous avez aussi ce qu'on appelle les problèmes d'actifs échoués, c'est-à-dire les gens qui ont des actifs qui sont liés à des choses carbonées, ces actifs vont perdre leur valeur. Pour les ménages, c'est des voitures thermiques.
Si on interdit les voitures thermiques, ben, votre voiture, elle ne vaudra plus rien et vous aurez donc une perte de richesse. Pour les entreprises ou les secteurs productifs, c'est les centrales à charbon qui ne vaudront plus rien si on décide qu'il ne faut plus faire comme ça. Donc ça, c'est des pertes de richesse. Et puis, vous avez également donc, des effets indirects, disons. Le gros effort d'investissement qui va être nécessaire, dont on vient de parler, peut avoir un effet multiplicateur, de type multiplicateur keynésien, peut enclencher donc, de nouveaux besoins d'emploi, des créations de nouvelles activités vertes. Donc ça peut avoir un effet positif. Pour tout ça, pour vous dire que vous allez avoir à cette transition des effets négatifs, des effets positifs. Et notre travail, en fait, le travail des économistes, c'est d'arriver à essayer de comprendre qu'est-ce qui va l'emporter, quoi. Est-ce que finalement, on va bénéficier de la transition ou non? Et pour terminer là-dessus, les réponses vont être différentes en fonction des horizons. Probablement qu'à court terme, ça va être un coût. Mais à plus long terme, quand on aura réorienté l'économie sur une nouvelle trajectoire de croissance, plus propre, plus verte, là, on peut engranger des bénéfices, je pense. Merci beaucoup. Là, vous avez essentiellement parlé des effets vous avez un panorama général des effets économiques, mais surtout sur les effets de demande. Je pense que ce serait aussi intéressant de creuser un peu plus les effets d'offres. J'ai demandé à Selma, quels sont un petit peu les effets d'offres qui sont liés à ce changement climatique? Quels sont les effets? On a parlé du progrès technique. Quelle est la nature du progrès technique? Comment joue-t-il? Y a-t-il une incertitude sur ce progrès technique ou est-ce qu'il est donné et que peut-être que ça dépend aussi des horizons? Oui, c'est important, comme ça vient d'être dit, d'avoir en tête que la transition vers la neutralité carbone, c'est d'abord un choc sur l'offre. Il y a évidemment des effets sur la demande, mais c'est d'abord un choc sur l'offre parce qu'il faut produire et se chauffer et se déplacer avec moins d'énergie fossile d'une part et moins d'énergie tout court. Alors, les effets économiques de ce choc, en fait, ils vont dépendre beaucoup de la façon dont cette transformation de l'offre est obtenue et des conditions dans lesquelles elle s'opère. Dans un scénario idéal, où tout se passe très bien, on a une hausse du prix du carbone qui est obtenue, qui est suffisamment rapide et à la fois suffisamment anticipée, qui permet de déclencher les investissements nécessaires dans les énergies renouvelables, l'industrie, l'isolation des logements, les mobilités décarbonées, et qui permet d'éviter d'avoir du capital échoué dont a parlé Kathleen Schubert. Si en plus cette hausse du prix du carbone, elle passe par la fiscalité, ça fait des recettes pour l'État qui peuvent être redistribuées pour diminuer les effets négatifs sur l'économie, ce qui n'est pas le cas si cette hausse du prix du carbone vient d'une hausse des prix des énergies fossiles importées, auquel cas les recettes vont dans les pays producteurs. Ils ne peuvent pas être distribués. Toujours dans ce scénario un peu idéal, les réallocations entre secteurs qui sont nécessaires se font sans difficulté particulière. L'investissement trouve à se financer. Il n'y a pas de difficulté sur le marché du travail. Et puis en plus, l'innovation et le progrès technique sont dirigés vers des gains d'efficacité énergétique qui permettent de produire autant avec moins d'énergie. Donc ça, c'est un petit peu le scénario où tout va bien. Mais si on n'est pas dans ce scénario idéal, quels sont les risques? Et notamment, comme tu l'as dit, dans un contexte où les objectifs de réduction des gaz à effet de serre sont beaucoup plus ambitieux et à un horizon beaucoup plus rapproché. C'est-à-dire que maintenant, c'est 55% en 2030 pour faire court. Donc c'est vraiment demain. Et ce scénario où les choses se passent de façon très, très, très progressive, avec les bonnes anticipations et tout qui se met bien en place, est probablement moins probable. Alors, en pratique, il est probable que la transition passe, au moins en grande partie, pas par des prix et des taxes carbone, mais par des réglementations. Interdiction des véhicules thermiques, de vente des véhicules thermiques en 2035, interdiction de circuler dans les grandes villes pour les véhicules polluants avec les zones à faible émission mobilité, interdiction de louer des passoires thermiques, donc des interdictions qui n'ont pas forcément été parfaitement anticipées et qui peuvent conduire à le capital échoué dont a parlé Kathleen.
c'est-à-dire à être obligé de mettre au rebut du capital qui est encore productif parce qu'on n'a pas bien anticipé. Il est également possible que les réallocations sectorielles butent sur le manque de certaines compétences sur le marché du travail, des ingénieurs pour les nouveaux EPR ou des artisans dans la construction pour l'isolation des bâtiments. On peut également craindre que le développement rapide des ENR se heurte à des pénuries ou des difficultés d'approvisionnement en métaux et en minerais rares. On peut avoir des difficultés de financement des entreprises ou des ménages qui conduisent soit à des défaillances d'entreprises, soit à des difficultés pour les finances publiques qui cherchent à les aider. Tout ça dans un contexte en plus où l'incertitude qu'ont évoqué mes précédents intervenants sur les effets eux-mêmes du changement climatique et de cette transition risque de conduire à une hausse des primes de risque sur les marchés financiers et donc rendre les financements, y compris publics, plus difficiles. Merci beaucoup. Merci pour ce panorama tout à fait. Il y a quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est en regardant le questionnaire dont a parlé Sylvie, on voit que parmi les préoccupations des moins de 35 ans, effectivement, les questions de chômage et d'emploi sont effectivement moins préoccupantes. Effectivement, par rapport au débat sur la transition, on a l'impression que on est relativement optimiste en matière d'évolution de l'emploi dans ce scénario. Donc il y a certes des contraintes d'offres, mais il est vraisemblable qu'elles seraient satisfaites assez facilement. Je vais donner maintenant la parole à Stéphane Dess pour évoquer une dernière dimension du changement climatique qui est, on voit qu'il y a une remontée de l'inflation aujourd'hui. Alors, on espère qu'elle n'est que transitoire post-Covid. Évidemment, la guerre en Ukraine a aussi une responsabilité, la désorganisation des chaînes de valeur. Mais la question que je voudrais poser à Stéphane, c'est quelle est la contribution du climat? Est-ce qu'on voit déjà un impact du changement climatique sur l'inflation? Quels sont les termes du débat aujourd'hui? Merci Olivier. Donc dans l'inflation que l'on voit actuellement, le changement climatique joue un rôle assez limité. Donc il y a certes certaines tensions sur des produits alimentaires liés notamment à la sécheresse que l'on a connue cet été, mais on n'a pas vraiment de lien avec ce que l'on appelle l'inflation verte, ou greenflation en anglais, qui se rapporte à l'effet que les politiques de transition pourraient avoir sur le niveau général des prix. Lorsqu'on parle d'inflation verte, ça serait une hausse du niveau général des prix liée à des politiques de transition de type taxe carbone ou un effet prix de la réglementation, par exemple. L'inflation actuelle, elle vient, comme Olivier l'évoquait, principalement de l'envolée des prix des énergies fossiles. Alors, on peut néanmoins légitimement se demander s'il n'y a pas un parallèle entre la taxe carbone, dont le but est de renchérir justement le prix des énergies fossiles, et ce que l'on remarque aujourd'hui. Alors, il faut noter premièrement qu'il y a deux exceptions importantes. Tout d'abord, c'est que la hausse du prix du gaz et du pétrole actuel est temporaire, et je l'espère le plus temporaire possible. Et la deuxième exception, c'est que les prélèvements qui sont faits par ce renchérissement des énergies fossiles sur les ménages et sur les entreprises est redistribué en direction des pays exportateurs de ces matières premières. Donc à l'inverse, une taxe carbone, elle, sera permanente, mais les redistributions pourront être faites auprès des résidents, des entreprises, des ménages, et surtout les ménages les plus vulnérables qui sont les plus exposés à la transition climatique. Alors la littérature empirique a déjà regardé un petit peu les effets d'une taxe carbone sur l'inflation. Généralement, on trouve que ces effets-là sont assez limités. Alors, il faut rappeler quand même que cette littérature se base sur des données historiques et que dans le passé, les hausses de taxes carbone ont été assez limitées et certainement à des niveaux en deçà de ce qui serait nécessaire pour être en phase avec les objectifs de l'accord de Paris, limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés. Alors théoriquement, l'effet prix de la transition, il passerait plutôt par ce qu'on appelle des ajustements de prix relatifs. Donc simplement, c'est les biens les plus polluants seront taxés, donc augmenteront, du style essence ou gaz. Et à l'inverse, le prix des biens les plus propres vont baisser.
Donc on a des ajustements de prix qui sont importants, mais au niveau agrégé, au niveau de l'inflation générale, on devrait effectivement avoir des effets relativement limités. Alors, en raison des tensions qu'on a mentionnées précédemment, à court et moyen terme, on peut avoir des forts ajustements sectoriels qui vont créer des frictions, comme on dit, sur différents marchés. Donc, on a parlé du marché du travail, on peut avoir des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs, du chômage dans d'autres, des tensions sur les marchés des biens, des tensions sur les marchés financiers également. Et toutes ces tensions, ces frictions peuvent avoir un impact sur les prix et les salaires. Ce qui est important de rappeler, c'est que la transition, c'est un ensemble de phénomènes assez divers, dont les effets prix peuvent être significatifs si on les regarde les uns à la suite des autres. Alors on parle beaucoup de la taxe carbone, dont l'effet direct est assez évident, mais on l'a évoqué avec Yves Gégourel lors de la session précédente, et Selma l'a rappelé, on peut avoir des tensions sur la disponibilité de matières premières. Donc on parle notamment de ces métaux critiques, le lithium, le cobalt, le cuivre, qui sont nécessaires au développement des énergies renouvelables ou de l'électrification de l'énergie. Et puis on peut avoir des pressions du côté de la demande. On peut avoir par exemple un boom de la demande sur les véhicules électriques, ou tout le monde décide en même temps de faire de la rénovation thermique sur les bâtiments. Ce qui est important de rajouter, et je terminerai sur ce point-là, c'est que les études que l'on fait sur ces risques inflationnistes de la transition montrent que ces effets sont d'autant plus forts que la transition, ou que les politiques de transition sont mal préparées ou sont même retardées. Si l'on prend des mesures immédiates, claires, ambitieuses et surtout crédibles, les risques sur les prix sont assez limités, et le risque de greenflation est assez limité. Donc ça envoie aussi un message assez fort pour les décideurs de politique économique pour commencer cette transition le plus rapidement possible et prévoir un calendrier de déploiement de cette transition très clair. Merci Stéphane. Je retiens de ton intervention l'importance de la gestion macroéconomique de la transition. Effectivement, il y a des efforts à faire, on a vu, on les a décrits, mais il est important d'avoir une transition ordonnée de façon à éviter toute une série d'inefficiences ou de blocages, un chômage temporaire lié à une transition mal organisée. Donc c'est important pour le responsable de la politique économique de bien anticiper tout ça et effectivement de prendre les bonnes décisions au bon moment. Je vais maintenant... on a un certain nombre de questions qui nous arrivent. Peut-être qu'on va maintenant les aborder. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a des questions, mais je vais peut-être commencer par les questions qui ont été envoyées par les moyens modernes de communication, et puis je passerai ensuite à la salle. C'est aussi pour favoriser les échanges. Alors, la première question porte en fait, c'est sur la question de la sobriété et sur l'acceptation. Alors, on a parlé des limites planétaires, le fait qu'on avait des limites, Sylvie l'a bien rappelé, qu'on avait déjà dépassé les limites planétaires. Donc, il se pose un problème pour savoir comment on va arriver à gérer cette contrainte. Et donc, la sobriété peut être une solution, mais quelle sobriété? Et donc, la question que je vais poser à Sylvie, c'est de savoir, effectivement, la question qui est posée, c'est comment mettre en œuvre cette sobriété et est-elle socialement acceptée? Et s'il ne l'est pas, quels sont les moyens pour arriver à ce qu'elle soit socialement acceptée? Bon, merci, c'est une excellente question. Moi, je vous invite à répondre à cette question-là en ne pensant pas à vous, jeunes de pays développés, mais en vous mettant à l'échelle de la planète. Le climat et la perte de biodiversité, c'est un sujet planétaire. Il se trouve qu'on était la semaine dernière à Washington avec le gouverneur et aux rencontres du FMI. Donc, le Fonds monétaire international fait tous les ans en octobre une rencontre où vous avez des gens du monde entier. Et en marge de ces rencontres, il y a même eu une réunion de ce qu'on appelle le G20, c'est-à-dire les 20 pays ayant les économies les plus développées de la planète. Moi, ce qui me frappe, je vous transmets ce message de manière assez brute, voire brutale, c'est que les préférences à la surface de la planète sont très différentes. Vous avez des pays qui sont des pays ayant, comme l'a dit Kathleen, émis un stock de CO2. Ce sont les nôtres. On a fait la révolution industrielle à la fin du XVIIIe au XIXe siècle. Et nous sommes vus
par des pays qui ont des potentiels de développement, une population très jeune, des besoins d'accès à la santé, des besoins d'accès à l'énergie, des besoins d'accès à Internet ou à tout ce qu'on voudra, au développement, qui ne sont pas satisfaits. Et là, je trouve personnellement, mais c'est un avis qui ne concerne que moi, que dans tous les scénarios dont on vous a parlé, il y a assez peu cette dimension géopolitique et de désir aussi peut-être de rattrapage, si on veut être relativement positif, et ce n'est pas illégitime qu'un certain nombre de pays veuillent arriver à un niveau de vie supérieur à celui qu'ils ont connu, voire parfois de revanche contre les pays développés. Et là, on introduit un facteur qui accroît l'incertitude sur ce qu'il faut faire. Donc, nous croyons énormément à la coopération. Le NGFS, dont Jean assure le secrétariat, compte plus de 100 pays dans le monde. Et je remercie Jean parce que c'est un énorme boulot de faire travailler tout ce monde ensemble. Mais sincèrement, je n'ai pas la réponse. Il faut que nous consommons tous moins, c'est clair. Il y a des limites. On est en train d'atteindre les limites. Imaginez que vous avez un stock de nourriture, un stock d'eau. Vous savez très bien que s'il est limité, vous ne pouvez pas le gaspiller. Ce qui, dans nos sociétés, sincèrement, cette idée de stock limité n'est pas très présente. Stéphane a bien fait, beaucoup de gens ont dit il y a des efforts qui sont faits, Jean a rappelé qu'on investit, mais voilà. La réponse à la sobriété, je vous invite à la concevoir à la fois dans votre comportement individuel. Je ne sais pas si vous avez lu un philosophe allemand qui s'appelle Kant, mais qui dit que pour régler un problème compliqué, le rôle de chacun est extrêmement important. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que nous soyons sobres, mais il faut que nous ayons conscience que la consommation d'énergie par tête dans un pays comme les États-Unis est supérieure à ce qu'elle est en Europe. Les besoins de pays comme l'Inde et la Chine en énergie, vu la taille de leur population, 1,3 milliard, 1,5 milliard, etc., sont énormes. Et que vous avez aussi un continent qui est l'Afrique, qui aspire à se développer, qui a une population en forte croissance, etc., etc. Et donc tout ça fait que la réponse à la sobriété ne peut être que planétaire, que globale, à un moment où malheureusement, vous savez très bien qu'on a une guerre, qu'on a des divisions là-dessus. Voilà. Donc c'est à la fois une question morale, individuelle, qui concerne chacun de nous, et c'est une question qui dépasse très largement chacun de nos pays, l'Union européenne, etc. Donc il faut arriver à trouver un chemin avec les autres et en tenant compte aussi de leurs aspirations, parce qu'ils nous considèrent comme étant des gens saturés de biens, saturés de consommation, et que tout ça a été relativement inégal jusqu'à présent. D'un autre côté, sincèrement, vous avez dans les pays en développement parfois des élites qui se comportent de manière assez prédatrice aussi, au détriment de leur propre population. Donc il ne faut pas non plus simplifier. Il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre, ce n'est pas la question. Mais on n'a pas encore trouvé un chemin de consommation beaucoup plus réduite, beaucoup plus égalitaire. Et dans un monde tel qu'il est, c'est franchement pas évident. Je vous assure, quand on vient de ce genre d'instance, voilà, il faut garder la foi, mais ça exige un certain effort. Je ne sais pas si autour de la table, il y a d'autres... Kathleen, sur la question du transfert consommation-investissement, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre des mesures qui soient socialement acceptables? C'est une autre question. C'est une autre question. Parce que sur la sobriété, juste un point, c'est qu'effectivement, il faut se demander la sobriété pour qui, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander la sobriété à quelqu'un qui n'a pas les moyens de satisfaire ses besoins, à la fois au niveau local et puis au niveau mondial. Donc évidemment, faire une injonction morale aux gens d'être sobres s'ils ne peuvent pas satisfaire leurs besoins de base, ça n'a pas de sens, en fait. Donc voilà. Sur l'investissement-consommation... Sur la sobriété passe aussi par une sobriété en matière de consommation, puisqu'il faut assurer un transfert entre la consommation et l'investissement. Je pense que... Enfin, il y a deux types de sobriété. On peut réfléchir à la sobriété dans un angle étroit, qui est la sobriété énergétique. Si on s'intéresse à la sobriété énergétique, si on ne dit pas que la sobriété, ça doit tout concerner, qu'il faut diminuer toute la consommation, on peut voir aussi ça comme un transfert. On consommera moins d'énergie, mais vous pourrez consommer plus de cinéma ou plus de musées. Vous voyez, donc, je voulais quand même préciser que la sobriété, c'est un concept un peu compliqué à définir. On veut être sobre, mais dans quelle dimension? Est-ce que c'est sur toute la consommation ou juste on veut que
nos méthodes de consommation, notre structure de consommation change et qu'on consomme plus de culture, plus de loisirs, pas carbonés, etc. Donc il faut quand même se poser cette question-là. Ensuite, peut-être sur le transfert investissement, je laisse quelqu'un d'autre. Juste pour rebondir, oui, complètement d'accord avec ce que vient de dire Kathleen. Attention, sobriété, c'est un peu un mot valise qui veut tout dire et rien dire. D'une part, réduire notre consommation d'énergie, c'est pas forcément réduire notre consommation totale. Et ensuite, pour aller un cran plus loin, mettre même notre consommation totale, c'est pas forcément réduire notre bien-être. Donc là encore, il y a beaucoup de notions à clarifier. Le bien-être, et pour compliquer la donne, en plus, les préférences peuvent changer. C'est-à-dire que notre bien-être, l'utilité qu'on a dans une certaine consommation, c'est lié à notre fonction d'utilité, à la forme de nos préférences. Les préférences peuvent changer. On peut ne plus valoriser le fait de prendre l'avion pour aller loin. Les normes sociales changent. Donc tout ça est quand même un petit peu plus compliqué. Sur le transfert consommation-investissement, c'est juste l'idée très, très basique qu'il faut plus d'investissement, comme on vous a dit, parce qu'il faut investir dans des nouvelles formes de production décarbonée. Même si le PIB globalement est le même, s'il y a plus d'investissement, il faut qu'il y ait moins d'autres choses, donc moins de consommation. Donc même dans un scénario où la transition se fait à croissance inchangée, s'il faut dégager des marges pour l'investissement, il faudra bien que ça se fasse au détriment de quelque chose. Donc c'est un petit peu... Mais après, ça, c'est très agrégé. Et si c'est la consommation d'énergie qui diminue seulement, parce qu'on arrive à faire la transition en diminuant pas le reste de la consommation, c'est pas très grave. Je voulais juste ajouter qu'un point, c'est que le climat et la biodiversité, c'est pas que l'énergie. Ça n'est pas que l'énergie. Vous avez d'autres sources de production de CO2. Vous avez par exemple la production agricole, la consommation de viande, qui sont particulièrement sources de carbone. Donc voilà, c'est juste pour compléter. Je suis d'accord avec vous. Et d'autre part, une des choses un peu tristes, c'est qu'en général, les pouvoirs publics dans une crise ont tendance à couper l'investissement. Historiquement, on le sait. Quand on est confronté à une situation difficile, c'est plutôt l'investissement qui est réduit. Or là, comme Jean l'a très bien indiqué, il faut que nous augmentions considérablement nos investissements. Ce qui oblige à faire des choix de société, et des choix de société qui devront se faire forcément au détriment, sinon du bien-être, je suis tout à fait d'accord, mais en tout cas de la consommation telle qu'on la connaissait. En tout cas, votre génération, nos générations vont être amenées à changer de mode de vie. Je crois qu'il faut tenir un discours adulte aux populations. Ça ne veut pas dire être forcément malheureux, ça veut même pouvoir dire être plus heureux d'une certaine manière, de se libérer de certaines contraintes. Mais l'ampleur du changement n'est pas à minimiser. Merci Sylvie. Alors peut-être qu'on va prendre la question dans la salle. Donc il y avait une question. Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas s'il y a un micro qui peut... Oui, c'est moi. Bonjour. Ma question, c'est... Déjà, je m'appelle Nicolas. Ma question, c'est infliger une taxe carbone sur plusieurs produits nécessiteux pourrait apporter beaucoup plus de pauvreté. Si quelqu'un dépend et addict à ce produit, suite à cela, comment améliorer la taxe? Alors, je veux bien prendre en première réponse. Taxe carbone, personne n'aime ça, surtout en France. Augmenter les taxes en général, c'est pas quelque chose de facile. Le vrai sujet, en fait, c'est est-ce que les gens ont une alternative ? Peu importe que ça soit une réglementation ou une taxe, si on vous interdit d'utiliser une voiture thermique pour aller en centre-ville, la question c'est pas est-ce que c'est ou si on augmente le prix du carbone qui fait que l'essence est tellement chère que vous pouvez plus l'utiliser, ça revient au même en fait. Ça revient au même. Vous pouvez pas utiliser votre véhicule thermique pour des besoins que vous avez. Donc il se trouve qu'en France et dans plein de pays la taxation passe mal, mais il faut pas se faire d'illusions. La réglementation, c'est pas indolore non plus. Et donc la vraie question, c'est est-ce que les gens ont des alternatives ? Comment on fait pour que les gens puissent acheter un véhicule électrique
quand ils ne peuvent plus, on ne veut plus, ils ne veulent plus eux-mêmes utiliser de véhicules thermiques parce que ça émet des gaz à effet de serre. Comment on fait pour que si le prix de l'énergie pour se chauffer augmente d'une façon ou d'une autre, que ça soit parce que le prix du gaz augmente, les gens puissent isoler leur habitat et changer de chaudière, changer de chauffage. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas une taxe carbone, hein. C'est le prix du gaz qui augmente en Europe et le prix des produits pétroliers. Ça fait une hausse des prix de l'énergie que vous avez tous vu. C'est pas une taxe. Ça va dans les pays producteurs de pétrole, donc on n'a aucune recette à redistribuer. Alors qu'une taxe carbone, on peut redistribuer les recettes qu'on a pour financer des primes à la conversion, financer des bonus écologiques, financer des alternatives pour les ménages, notamment les plus en difficulté. Quand ça va à l'étranger, c'est 3 points de PIB qui partent de notre balance commerciale, pouf, choc pétrolier. On n'a rien pour redistribuer, c'est pas mieux pour les gens. Donc je pense que ce sujet, il est très compliqué, mais il faut quand même avoir en tête 2 choses. C'est que le principal enjeu, c'est que les gens aient des alternatives et de les rendre possibles, à la fois du progrès technique, de la technologie, de l'accompagnement, tout ce qu'on veut, et que si on obtient des hausses de prix par des hausses des prix des matières premières importées, globalement, c'est pas mieux pour personne. Enfin, dans nos pays, c'est mieux pour les pays exportateurs de pétrole, mais c'est tout. Juste pour ajouter un mot, moi, ce qui me frappe énormément, c'est que comme nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire sur la décarbonation, nous nous sommes rendus vulnérables vis-à-vis des pays qui nous fournissent. Et ça, c'est l'arme de guerre hybride qui est en train d'être utilisée à la fois par la Russie, agresseur de l'Ukraine, mais aussi par des pays producteurs de pétrole qui ont décidé de fermer le robinet. Donc, comme ça a été très bien dit, il ne faut pas croire que parce qu'une mesure serait injuste ou difficile à mettre en œuvre, il ne faut pas la mettre en œuvre. Il faut la mettre en œuvre avec l'accompagnement nécessaire, avec les alternatives. Mais j'insiste beaucoup, il y a un enjeu d'indépendance aussi. D'indépendance et de capacité à faire face. Là, on a un choc qui est un choc énorme. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais donné un coup aux externalités négatives. Tout notre système économique fonctionne comme si ça ne coûtait rien d'émettre du carbone, alors qu'on sait que c'est une forme de pollution, et comme si ça ne coûtait rien de puiser dans la nature de manière indéfinie, alors qu'elle n'est pas indéfiniment disponible. Donc cette illusion de l'absence de prix des externalités négatives, c'est ce que nous nous prenons là maintenant de front. Et il faut le regarder en face et l'affronter en face avec un sens de justice sociale. Tu as tout à fait raison, Nicolas, mais néanmoins aussi un sens des enjeux qui sont derrière. Et encore une fois, je vous invite à relire par exemple Jean-Baptiste Say, qui est un économiste, qui au début du XIXe siècle écrivait « On ne donne pas de prix à la nature parce qu'elle est inépuisable ». Et bien, on sait maintenant que la nature n'est pas inépuisable. Alors ici, j'ai reçu une autre, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle, peut-être qu'on va... Puis j'ai une question ici en ligne. Oui, bonjour. J'étais un peu dubitatif par rapport aux chiffres que vous avez donnés, Monsieur Ouassonna. Parce que, en fait, je pense que c'est vraiment très, très difficile de faire des prévisions par rapport au PIB. Alors encore plus à 2100, mais même à 2050. Je ne vois même pas comment on peut faire ça d'ailleurs, parce qu'il y a à la fois effectivement des questions de politique. Est-ce qu'on va effectivement avoir des politiques de sobriété qui font que peut-être même on va aller vers une forme de décroissance du PIB? On ne sait pas, mais ce n'est pas du tout impossible. Et puis il y a des éléments, par exemple, je voudrais en donner juste un pour faire réfléchir. On ne sait pas du tout ce que les catastrophes climatiques vont provoquer, et notamment en termes de migration. Imaginons qu'on ait une grande partie, par exemple, de l'Afrique qui soit obligée de migrer parce que ce n'est plus vivable chez eux, et qu'ils migrent vers le nord. L'effet est très complexe parce qu'ils peuvent très bien, en arrivant ici, effectivement, avoir un mode de vie qui est très proche du nôtre, et donc une empreinte qui explose par rapport à celle qu'ils avaient chez eux. Donc, arriver à savoir combien de gens vont migrer, c'est juste totalement impossible. Et du coup, je ne vois absolument pas comment on peut faire des prévisions de PIB. Je vais peut-être répondre rapidement. Ce ne sont pas des prévisions.
ce sont des scénarios. Et c'est très très différent des prévisions et des scénarios. C'est des scénarios qui nous aident collectivement à réfléchir à quels sont les risques, par exemple, pour nous qui sommes en charge de la stabilité financière, quels sont les phénomènes qu'il faut qu'on surveille, où sont les points de pression, etc. C'est vraiment pas des prévisions, c'est des scénarios. En revanche, c'est des scénarios qui sont nécessaires parce qu'il faut avoir en gros un cadrage global pour savoir où on va. Et j'utilisais ces chiffres pour vous dire l'impact, c'est au moins ça. C'est-à-dire qu'en gros, d'ici 2050, sur le changement climatique, ça va nous coûter en gros au moins 10 points de PIB mondial. Et c'était pour mettre ces 10 points de PIB mondial au regard de ce que ça nous coûterait aujourd'hui de commencer à résoudre le problème, c'est-à-dire une augmentation de l'investissement, le changement de cet arbitrage consommation-investissement, mais qui est finalement pas du tout hors d'atteinte. C'est-à-dire qu'on a la solution, enfin, je vais le redire autrement, ce qui était entre les lignes de ce que j'essayais de dire, on a la solution à portée de main et on a des coûts qui sont gigantesques. Et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que voilà, la solution est à portée de main, mais plus on attend, plus le problème devient compliqué et plus il empire. Il y avait une jeune femme là, qui avait posé une question. Là, Bonjour. Comme vous l'avez dit, la transition écologique a toujours un coût. Et je veux savoir comment compenser pour les populations les plus pauvres dans un monde où les égalités ne cessent de croître, étant donné que cette transition aura un impact plus important sur ces populations-là. Qui peut répondre? Non, mais alors c'est vrai que si on regarde si on regarde en France, c'est pas les plus modestes qui consomment le plus d'énergie. Parce que plus on est riche, plus on consomme d'énergie. Mais en part de leurs revenus, évidemment, l'énergie a une part beaucoup plus importante du revenu des plus modestes que des plus riches. Donc c'est clair que quand on renchérit l'énergie, ça pèse beaucoup plus sur le budget des ménages modestes. Il y a toujours deux façons de faire. Il y a une façon qui est d'aider davantage ces ménages, donc de redistribuer. Alors si les prix augmentent par une taxe, c'est de redistribuer la taxe sous forme d'aide à ces ménages. Et ça, on montre que ça peut limiter assez fortement les inégalités. Et il y a financer des alternatives, comme je disais, qui est techniquement plus compliqué, mais qui est quand même la bonne solution pour permettre aux gens de ne pas avoir à payer ces prix de l'énergie. Alors c'est une partie de la réponse. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Oui, une partie de la réponse. Stéphane, vas-y. Non, je voulais juste ajouter que dans les politiques de transition et dans les enjeux liés au changement climatique, il faut vraiment intégrer la notion de justice climatique, qu'elle soit à l'intérieur des pays pour ces questions d'inégalité. Donc, penser, lorsqu'on met en place une politique de transition, la redistribution, comment prendre en compte le fait que certains ménages, par leur localisation géographique ou leurs revenus, soient plus touchés que d'autres. Et aussi au niveau international, il y a aussi besoin de prendre en compte une transition juste qui prenne en compte également les expositions de certains pays, leur inégalité de revenus. Donc la solution n'est pas toute faite, mais dans la réflexion et dans la mise en place de politiques économiques, cet aspect justice et traitement des inégalités est certainement quelque chose à prendre en compte de manière prioritaire. Kathleen? Juste ajouter un mot. Je pense que dans les politiques de transition, il y a une dimension qui est aussi très importante, c'est la dimension symbolique. Et on l'a vu là dans les discussions qu'il y a eu récemment sur les jets privés, le fou rire de Mbappé quand on lui a demandé pourquoi il ne prenait pas le train, ou les critiques qui commencent à y avoir sur la Coupe du Monde au Qatar. On voit bien que les gens à qui on demande d'être sobres, quand ils voient que vous avez d'autres gens qui ont des modes de consommation qui sont extrêmement coûteuses en carbone, ils se disent qu'il y a un problème. Donc je pense que la dimension symbolique est très fortement à prendre en compte. Et la dimension aussi
qui est qu'on envoie aux gens des signaux contradictoires. Donc on leur dit, OK, maintenant il faut être sobre, et puis on leur donne des publicités à la télé tout le temps pour les SUV. Donc je pense que ceci, il faut beaucoup réfléchir à ça également. C'est moins directement de la politique économique au sens habituel, taxes ou réglementations. C'est vraiment agir sur cette dimension symbolique. Et on sent bien que ça passe en effet, l'acceptation d'une politique climatique sérieuse, ça passe en effet par moins d'inégalités. Sinon, ça ne va jamais marcher, je pense. Voilà. Si je puis me permettre, revenant des États-Unis, par exemple, aux États-Unis, vous avez énormément de gens qui misent sur l'innovation technologique. Est-ce que ça marchera ou pas? Je n'en sais rien. La capture du carbone, de nouvelles sources d'énergie, etc. On peut imaginer, vous avez tous à la main ou dans votre poche votre smartphone, ce sont des choses qui, quand nous avions votre âge sur les bancs d'une université, n'existaient pas. Ça n'existait pas. Donc, il y aura peut-être des innovations technologiques qui permettent de franchir un certain nombre d'étapes, qui peuvent avoir elles-mêmes, parce que tout est complexe en matière de climat, un effet négatif sur la biodiversité, un effet négatif sur les consommations de minerais, etc., etc. Sachez simplement que on a vraiment, grâce à des innovations qui existent déjà, je pense par exemple à l'amélioration des panneaux solaires ou l'amélioration d'un certain nombre de modes de production d'énergie ou d'isolation, des possibilités de réduire la consommation. Donc voilà, il y a bien sûr la justice sociale, ça a été dit, mais je crois qu'il était quand même important de souligner aussi qu'il faut investir dans des nouveaux matériaux, dans des avions plus légers, dans des véhicules qui ont d'autres moteurs, dans des maisons qui sont isolées diversement, dans des géothermies, etc., etc. Donc je crois qu'il faut vraiment garder tous les éléments en vue. Ce sont des questions complexes. Et d'ailleurs, on a peu parlé de ça, Olivier, si je puis me permettre. Il y a un élément qui ressortait un peu du sondage et peut-être une question que vous vous posez tous. C'est dans le fond, tout ça, ça relève de l'État ou ça relève du marché? Ça relève de la puissance publique et de la réglementation ou ça relève de l'impulsion qui peut venir des entreprises? Et ce qu'on sent vraiment dans un réseau comme celui que nous animons, c'est qu'en fait, il faut les deux. Il faut les deux. Il faut, comme l'a très bien dit Selma, des réglementations, des interdictions, peut-être des taxes, peut-être des incitations. Mais il faut aussi que les entreprises investissent et que, donc, que la finance se mette au service de cet investissement qui, en plus, produira des emplois. Si on n'a pas les deux jambes pour avancer, qui sont à la fois celles de la réglementation, et franchement, moi, à titre très personnel, je tiens quand même à dire que la taxe carbone passe mal, mais si on avait un prix du carbone, et notamment un prix du carbone comme le FMI l'a imaginé, c'est-à-dire avec des niveaux différenciés selon les niveaux de développement dans le monde, de manière à permettre certains rattrapages, etc., on aurait probablement une manière de se réaligner dans les choix économiques, y compris la publicité, les entreprises, sur le niveau symbolique, qui serait différent. Une des choses qui manque véritablement au niveau planétaire, c'est de donner un prix à ces externalités négatives. Et malheureusement, là, on a plutôt une défaillance de la puissance publique qui ne peut pas être compensée complètement par le jeu du marché, c'est faux, même si je crois qu'il ne faut pas non plus nier que le marché peut, notamment l'envoi, si j'ose dire, enfin le fléchage des investissements de la finance vers des activités plus vertes, avoir un rôle à jouer. Donc si je puis me permettre, ne vous faites pas avoir par des idéologues. Tous les gens qui vous disent il n'y a qu'à faire ci ou il n'y a qu'à faire ça, c'est que le marché ou c'est que l'État, c'est que nos pays ou c'est que le Sud, ça ne marche pas du tout comme ça pour les questions de climat. Avant de donner la parole pour la question suivante, je reçois un message des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles commerciales du lycée Pergaud de Besançon qui vous dit simplement bravo. Merci à Besançon. On n'a pas de lien particulier avec eux, hein. Ce n'est pas une claque organisée, je tiens à préciser. Donc là, on a effectivement, il y a peut-être une dernière question à prendre. Oui, c'est moi. Vous avez déjà parlé. Bonjour. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Voilà, allez-y. Je me lève. Bonjour, je me présente. Moi, je m'appelle Adab. J'avais une petite question. Je voulais vous demander, en fait, pensez-vous qu'imposer la sobriété en France et que la décroissance économique seraient les solutions pour relancer une économie écologique?
Je crois qu'on a eu pas mal de discussions montrant que la sobriété est un concept qui était un petit peu ambigu et donc il y avait différents contenus à la sobriété. Et donc l'objectif, c'est d'assurer la conciliation entre cette sobriété et une croissance plus économe, avec des signaux. Alors, on parle de taxe carbone. Alors, c'est fait effectivement réagir un certain nombre de gens qui disent, voilà, la taxe va tomber sur moi, mais c'est surtout, comme l'a rappelé Sylvie, le signal pour indiquer que dès que vous avez fait une consommation, parfois, elle est mal tarifée parce qu'on n'a pas le contenu carbone sous-jacent. Et donc, c'est un petit peu ça le principe de guider le choix des agents en disant, bah oui, ce bien-là est finalement très coûteux car l'empreinte carbone est considérable, mais il est, en raison de défaillance du marché, il est tarifé à un prix bas et donc je vais le consommer. Alors, si on a un signal de prix qui est un peu plus significatif et qui permet de donner plus d'informations sur le contenu carbone, on aura certainement fait un progrès dans nos choix de consommation. Un mot un peu pour dire les choses, la même chose mais en plus provoquant. La sobriété, c'est un peu ce qu'on demande aux gens quand on n'a pas réussi à mettre un prix au carbone. Pour le dire vraiment de façon provocante. OK, on n'a pas réussi à mettre un prix au carbone, alors soyez sobre, c'est-à-dire faites l'effort volontairement. Baissez vos consommations, mais volontairement. Pour moi, il y a un peu de ça quand même. Et quelque part, cette injonction un peu morale à la sobriété, c'est aussi un aveu d'échec de la politique économique. Pour le dire de façon provocante. Oui, mais d'un autre côté, ceux qui essayent de mettre un prix du carbone ne sont pas aidés, quoi. Voilà. Non, mais on est tous dans une contradiction fondamentale. Je crois qu'il faut pas jeter la pierre à quiconque. Les politiques réagissent aux signaux de la société réagit aux politiques. Voilà. Donc la vraie question, c'est comment on fait tous des efforts, tous, là où on est, dans le marché, dans les autorités publiques, et qu'effectivement, jusqu'à présent, et moi j'ai un peu honte de le dire devant votre génération, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Voilà. On n'a pas fait ce qu'il fallait, au niveau global et à d'autres niveaux. Après, si vous voulez, plutôt que de se casser le moral, essayons de se dire qu'on va peut-être y arriver par d'autres voies et qu'on est dans un chemin dans lequel la prise de conscience augmente. Merci d'ailleurs d'avoir été là ce matin, de votre attention, des idées que vous pourrez avoir. Et ça ne se fera pas sans effort. Merci beaucoup, Sylvie, pour ce message encourageant. Donc, effectivement, si on peut résumer, alors je ne vais pas conclure, je crois qu'on a abordé beaucoup de sujets, montrer qu'on avait de nombreux outils qui étaient à disposition et qu'il y avait une certaine équivalence entre les outils en termes d'interdiction ou en termes de prix, parce qu'il y a un coût aux mesures d'interdiction. Donc, restons ouverts pour mettre en œuvre sur le changement climatique. Nous avons les moyens et c'est abordable. Merci.